Alors bonjour Jacques. Bonjour André. J'ai eu la chance d'être arbitre à Roland-Garros sous ta tutelle et ça a été une expérience extraordinaire pour moi parce que c'était pour moi la meilleure des époques. D'ailleurs, je vais t'avouer une chose, Jacques, lorsque tu es parti, et j'aimerais bien que tu me racontes dans quelles conditions, pourquoi tu as choisi de partir. Je suis parti également, j'avais plus envie d'arbitrer dans cette ambiance qui était totalement différente. Qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Eh bien, je ne sais pas si je suis parti, si j'ai choisi de partir ou si on a choisi de me faire partir. Toujours est-il que je me suis presque révolté contre la manière que l'on avait de régir, de régenter le tennis professionnel masculin. Et que le tennis croulait en quelque sorte sous les règlements multiples et que le tennis était quelque peu déshumanisé. Alors que si j'ai obtenu quelques petits résultats dans ce monde, c'est probablement grâce au rapport que je pouvais avoir avec les joueuses et avec les joueurs. Donc je me suis élevé contre la présence des superviseurs, par exemple. Ça a été un long combat qui a duré une dizaine d'années. Et puis au bout d'une dizaine d'années, à l'occasion d'un tournoi à Bercy, où j'avais désigné un arbitre pour un certain match, et où cet arbitre, si vous voulez, j'avais, comment dirais-je, la décision finale pour un certain nombre de tournois, et pour Roland-Garros en particulier. Je ne l'avais pas pour les tournois moindres, pour les tournois tels que Bercy. C'était le superviseur qui avait la décision finale. Jusque-là, on m'avait fichu une paire royale. Ça ne s'est pas passé pour Bercy. On a cassé ma décision. Et j'ai dit, bon, ben, à partir de ce moment-là, je parle. Et j'ai donc parlé. C'était pendant l'hiver 87-88. J'ai encore joué le temps additionnel, si je puis dire. J'ai encore fait un tournoi en Lorraine, un tournoi à Lyon. J'ai encore fait Roland-Garros en 88, grâce à mon idole. Car mon idole, ça a été, dans ma vie, ni Jeanne d'Arc, ni Napoléon, ni le général de Gaulle, ça a été Philippe Chatrier. Ah. Et grâce à Philippe Chatrier, j'ai pu faire une dernière fois Roland-Garros en 88, mais enfin j'avais décidé de parler. De ce fait, ben, je signais en quelque sorte mon arrêt de mort. On m'a prié de rendre mes barrettes, mes diplômes, etc., etc. Et donc je ne suis plus rien depuis bientôt 30 ans. Voilà, je me suis d'une manière générale élevé contre la bureaucratie, l'extrême bureaucratie, le fait, par exemple, je vais prendre un exemple, qu'un joueur ne puisse pas monter dans la même voiture qu'un officiel, enfin ce genre de choses. Ça n'était plus, c'était plus mon style, c'était plus mon genre de tournoi, et finalement je ne regrette pas d'avoir laissé tomber en 88. Mais tu étais un exemple pour beaucoup de monde. Tu faisais partie d'un des plus grands juges-arbitres de tournois Open du monde. C'était une grande référence. Et qu'est-ce qu'il voulait changer en toi? Il voulait. Est-ce que c'est une histoire ou c'est vrai ou c'est faux, cette histoire de vouloir te faire passer un examen? C'est vrai, enfin c'est à moitié vrai. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement que les arbitres et les juges-arbitres, bien sûr, les juges-arbitres surtout, aient le diplôme du conseil professionnel. Donc effectivement, on m'a demandé de passer un examen, alors même que cela faisait une quinzaine d'années que j'étais juge-arbitre de Roland-Garros. Bon. J'ai traîné les pieds. Pour être tout à fait franc, j'ai traîné les pieds pendant un certain temps. Et puis un beau jour, Philippe Chatrier est venu me voir. Il m'a dit, écoute, fais ça pour moi, ça va pas être très difficile, ça va être confortable, ça va se passer à Paris, ça va se passer à Roland-Garros, ça va te prendre à tout casser une demi-journée. Et puis, il ne me l'a pas dit, parce qu'il est trop adroit pour le dire, mais sous-entendu, on va te donner l'examen. Quoi qu'il arrive, on va te donner le diplôme. Donc, effectivement, j'ai passé.
donc j'ai été diplômé, effectivement, du conseil professionnel. D'accord. Mais finalement, je ne suis pas sûr que ce soit moi qu'on ait voulu changer. En revanche, le territoire du juge-arbitre a été une véritable peau de chagrin. Je veux dire par là que ses pouvoirs ont été rognés d'année en année, et vraiment, ça ne m'amusait plus. Ça ne m'amusait plus. Maintenant, le juge-arbitre de Roland-Garros, savez-vous qui c'est, le juge-arbitre de Roland-Garros? Personne ne sait qui c'est, le juge-arbitre de Roland-Garros. Pourtant, cela fait 15 ans, au moins, que Stéphane Franson est juge-arbitre de Roland-Garros. Bon, c'était différent. C'était différent. Je ne dis pas ça pour faire le malin. Je ne dis pas ça pour faire le malin, mais je vois souvent le représentant de l'ATP, dont vous vous souvenez peut-être, qui s'appelle Vittorio. Un gros Italien qui s'appelait Vittorio Selmi. Ouais. Qui me dit, écoute, ce que je me rappelle à ton propos, c'est que, bon, bah, tu n'utilisais pas l'informatique, et donc tu avais 16 terrains, et tu avais 16 feuilles de papier, et tu faisais tes convocations à la main sur 16 feuilles de papier, et tu pouvais répondre au téléphone en même temps, et tu pouvais, je ne dis pas ça pour faire le malin, hein, ça remonte au Moyen-Âge, et tu pouvais, et quand Mouster rentrait dans le bureau pour te demander un cours d'entraînement, tu lui répondais, ben voilà, tu as le 14 à 3 heures de l'après-midi. Donc c'est ça qui me plaisait, c'est ça qui m'amusait, d'essayer d'avoir l'œil à tout, m'occuper des arbitres, bien sûr, arbitrer aussi, puisque à l'époque, il a été possible de cumuler. D'ailleurs, excuse-moi d'interrompre, Jacques, mais c'était la tradition, en tout cas en ce qui me concerne, toutes les finales, c'est toi qui les arbitrais, quasiment. Oui. Tu en as arbitré combien de finales? J'ai arbitré 14 finales de simple homme, j'ai arbitré une finale de simple dame, la première finale de Chris Evert, en 1973, contre Margaret Court, et auparavant, il y avait des arbitres. Je dois dire que lorsque j'ai commencé, il fallait avoir un certain âge pour pouvoir arbitrer. On n'était pas pris au sérieux quand on avait 20 ou 25 ans. Il y avait en plus des mandarins qui étaient là, dont Eugène de Kermadec, que tu as sûrement connu, à qui il revenait de droit d'avoir la finale du simple messieurs, bien sûr. Toujours est-il que dans les années 1960, j'ai arbitré des finales de mixte. Je me rappelle avoir souvent arbitré Margaret Court dans des finales de mixte, par exemple. Mais ma première finale de simple, ça a été 73, Chris Evert, Margaret précisément. Et ma première finale de simple homme, comme arbitre, ça a été Björn Borg, Manuel Orantes. Ah oui. Donc 60... Oh, ça devait être 13 ou 14, non? 74. 74. Il avait 17 ans, je pense. Pardon? Il devait avoir 17 ans par là? 18. 18, d'accord. Exactement 18. Et je disais donc que j'ai arbitré, que, bon, tu me rendras cette justice, que j'étais proche des arbitres et prêt à leur dire ce que je pensais s'ils avaient une difficulté. Bien sûr. Et puis, j'essayais, était-ce un bien ou un mal, je n'en sais rien, hein, c'est peut-être mieux maintenant, mais j'essayais d'avoir l'œil à tout, c'est-à-dire de m'occuper, de m'assurer d'abord qu'au point de vue hôtellerie, ça se passait bien, qu'au point de vue transport, ça se passait bien, qu'au point de vue cours d'entraînement, j'avais beau avoir 4 filles qui s'occupaient des cours d'entraînement, un peu alternativement, eh bien j'étais toujours derrière elles à regarder si tout se passait bien. Quand j'arrivais à 8h30 le matin, je m'assurais que tous les cours d'entraînement étaient disponibles dans tous les clubs, etc. Bref, j'ai été un juge-arbitre très, très atypique quand même, très très atypique. Mais enfin, Roland-Garros, c'était un petit peu mon bébé. Alors Jacques, j'ai une question à te poser. Lorsque tu as débuté, tu me diras en quelle année, existait-il un examen pour arbitrer? Il existait un examen de juge-arbitre. D'accord. D'arbitre, pas que je sache. Il existait un examen d'arbitre. Alors c'était pour l'arbitrage courant, l'arbitrage de tournois français. Alors, bon, on disait, voilà, vous avez tant de 6e, tant de 4 6e, etc. Faites le tableau, faites les horaires, et puis il pleut, alors comment vous en sortez-vous, et ainsi de suite. Mais je ne l'ai jamais passé. Je sais que ça existait, mais je ne l'ai jamais passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé comme arbitre.
Et alors, à l'arbitre, on était trop heureux, nous sommes en 54, de voir arriver un jeune homme, alors que la moyenne d'âge des arbitres est de 70 ans. Donc on est trop heureux et on ne m'a pas fait passer d'examen d'arbitre. J'ai donc été arbitre un peu par hasard pendant un certain nombre d'années, et pour ne pas payer ma place à Roland-Garros, comme moi. puisque c'était ma motivation. Donc, et je suis devenu juge-arbitre tout à fait par hasard, et sans que la fédération s'en soucie, si je puis dire. C'était le club du Touquet qui avait besoin d'un juge-arbitre, et on m'a demandé d'être juge-arbitre en 63, et je le suis devenu. Et donc, mais je n'ai en tout cas pas passé d'examen. Et puis, très rapidement, au Touquet, on a organisé des épreuves importantes, internationales, comme la Coupe Annie Swabo, pour les jeunes filles, comme ce qui s'est appelé la Coupe Jean Becker au départ, pour les garçons de 16 ans. Et bon, on allait. Alors là, ce coup-là, autant pour l'arbitrage, on m'a fait passer un examen quand j'avais 50 balais et que je dirigeais Roland-Garros depuis longtemps. Mais là, pour le juge arbitrage de club, si je puis dire, là, j'ai jamais passé d'examen. Alors, mon autre question, c'est, je voulais savoir si tu as eu l'occasion, comme beaucoup d'arbitres français d'ailleurs, notre ami Bruno Rodeux, arbitrer ailleurs, en dehors de Roland-Garros, Wimbledon, Forest Hill à l'époque. Alors, non, parce que bon, c'était une autre époque. Maintenant, il y a des arbitres professionnels, bien sûr, qui sillonnent le monde pour l'ATP, qui vont d'un continent à l'autre. De mon temps, ça n'était pas le cas. Wimbledon, puisque tu cites Wimbledon, avait son juge-arbitre, Mike Gibson. Mais comme arbitre, je parle. Hein, et avait ses arbitres. Okay. Personnellement, j'ai utilisé des arbitres étrangers, certes. Ah oui. J'ai utilisé d'abord un Anglais, qui était Bertie Bowron, dont tu te souviens peut-être. Oui. J'ai utilisé des arbitres belges, comme Walter Lehmann, qui a arbitré une finale de double messieurs. Canadien. Comme Jean Jouret. J'ai arbitré un célèbre Canadien qui s'appelait Brian Pocknell, que je désignais comme le meilleur arbitre de l'Ontario. J'ai eu un dentiste suédois dont j'ai oublié le nom maintenant. J'ai eu des Italiens, naturellement. Oui, Brambilla, que j'ai logé ici. Luigi Brambilla, avec qui j'ai fait une Coupe Davis d'ailleurs. La dernière Coupe Davis importante que j'ai faite, c'était au Pérou. Et j'avais avec moi deux arbitres, un arbitre équatorien et Luigi Brambilla. C'était donc allé au Pérou. Oui, je suis allé au Pérou en Coupe Davis. Et j'avais un autre arbitre italien que je trouvais très bon, qui s'appelait Di Stefano. Ah oui. Qui était vraiment très bon. Enfin bref, j'ai utilisé pas mal d'arbitres étrangers, plus Makar. Oui, l'Égyptien. Probablement de l'Égyptien Makar. Mais personnellement, alors pour répondre à ta question, je ne suis pas allé en tant qu'arbitre à l'étranger, parce que pendant beaucoup d'années, j'étais salarié de la fédération, et lorsque Wimbledon se passait, début juillet, il y avait en même temps le championnat de France Benjamin. Et je n'étais pas payé par la fédération pour aller faire le joli cœur à Wimbledon, mais plutôt pour m'occuper du championnat de France Benjamin. Donc je ne suis pas allé. La seule fois où je suis allé à Wimbledon de ma vie, c'était en 1976, à l'occasion d'une demi-finale de Coupe Davis. Parce que Coupe Davis, ça, je suis allé dans tous les continents pour la Coupe Davis. Je te disais que j'ai fait la dernière à Lima. Donc Lima, c'était 88. C'était la première sélection en Coupe Davis d'André Agassi. Ah oui. Qui avait 18 ans. Donc je suis allé en Amérique du Sud. Et un de mes meilleurs souvenirs de Coupe Davis, c'est donc un Grande-Bretagne-Italie sur le cours numéro 1 de Wimbledon, gagné par l'Italie, avec Adriano Panatta d'un côté. Le beau Panatta. Le bel Adriano, avec John Lloyd. Ah oui, de l'autre côté.